Le temps, je tenais pas spécialement à en parler du temps et de l'espace, parce que là vous allez vraiment vous dire que ce gars a des nœuds dans le cerveau, mais bon, quelqu'un m'a répondu sur une de mes dernières vidéos du scepticisme avec une chose comme le temps, on le connaît, les sciences arrivent très bien à gérer le temps, etc. On n'a pas la moindre fichue idée de ce que c'est. Et d'ailleurs, on n'a même pas la moindre fichue idée de si ça existe ou non. Vous partez tous du principe que le temps existe. Vous croyez tous que le temps existe, comme vous croyez tous que l'espace existe. Mais ces deux choses, on n'a pas la moindre fichue idée de ce que c'est. On définit ces choses pour qu'elles nous soient pratiques, mais ça n'a pas la moindre fichue... on n'a pas le début du commencement de qu'est-ce que c'est ces choses et de est-ce que ça existe ou pas. Alors, vous allez vous dire oh, il est bizarre, c'est une évidence. Écoutez, dans l'instant présent, vous êtes dans l'incapacité de faire la moindre démonstration que le temps s'écoule. Vous considérez tous que le temps s'écoule, j'imagine. Vous êtes dans la... Vous n'avez pas la moindre capacité de démontrer quoi que ce soit sur l'écoulement du temps. Vous pouvez me faire l'expérience que vous voulez en lâchant une pomme ou en faisant s'écouler des choses. Eh bien, dans l'instant présent, vous n'avez aucun moyen de savoir si ces choses se sont produites, se sont pas produites, si elles se sont produites de manière continue, si elles se sont produites par succession d'événements, si toutes ces choses sont des croyances. Vous croyez en des choses sur le temps et sur l'espace. Alors sur l'espace, c'est encore plus étrangement, parce que d'habitude, on croit que c'est le temps qui est plus compliqué, mais sur l'espace, c'est la même chose. Vous croyez que les choses sont à des positions différentes dans l'espace, mais on n'a pas la moindre idée de ce que c'est que l'espace. Et quand on a l'idée de ce que c'est, et c'est comme ça que tout le monde l'utilise, cette chose est immatérielle. Et donc là, ça va mettre un sacré nœud dans la tête de la plupart des matérialistes, qui en général croient en l'espace et au temps. Mais l'espace et le temps, si vous êtes matérialiste, ça n'existe pas. Et là, vous allez vous dire, mais comment ça? L'espace, c'est une chose... C'est l'espace dans lequel se place la matière pour pas que la matière soit tout au même endroit, si vous êtes matérialiste. Mais pourquoi est-ce que cette matière n'est pas au même endroit que celle-là? Quelle est cette chose qui fait qu'elles ne sont pas au même endroit? Cette chose n'est pas faite de matière. Et donc l'espace est une information, ce qu'on pourrait appeler une information. C'est la position des différentes choses dans ce champ qu'est l'espace. C'est l'information de la position dans ce champ. Et une information, ce n'est pas de la matière. Donc si vous êtes matérialiste, ça devrait déjà vous faire un sacré nœud dans la tête que l'espace est une information. Et le temps pareil. Et en réalité, c'est la seule manière qu'on a d'utiliser l'espace et le temps, c'est comme information. En tant qu'information, c'est une information de succession de choses, enfin de placement dans un champ, qu'on appelle une dimension, sur une droite. Mais vous comprenez bien que pour dire des champs, des droites, des espaces, des points, tout ça, c'est de la mathématique, enfin c'est plutôt de la géométrie, mais tout ça utilise un modèle qui est mental, c'est mental. On est obligé de passer par le mental et l'abstraction pour concevoir l'espace et le temps. Donc on n'a pas la moindre fichue idée de ce que c'est que l'espace et le temps. Et voilà, on croit en des choses. On croit en ces choses parce que ça nous arrange bien. Exactement comme moi, ça m'arrange bien de croire que ma voiture, c'est ma voiture. Parce que pour mon cerveau et le rapport qu'il a au monde, c'est plus facile de considérer que ma voiture est ma voiture et que c'est une voiture et qu'elle a des portes qui s'ouvrent et que je peux rentrer dedans et que etc., etc. Mais toutes ces choses sont des croyances. Ouh là là. Et quand
Enfin, ouais. Quand on vient dire, oui mais on connaît très bien, la science connaît très bien, mais regardez comment part la science, comment se construisent les sciences. Les sciences se construisent sur des croyances, sur des a priori. Exact, bah, mais en fait je l'ai déjà tellement dit, est-ce que ça vaut la peine de le redire? Il y aura toujours quelqu'un qui va débarquer et qui va me dire, oh oui mais les sciences elles connaissent très bien, elles savent très bien faire ça, elles savent très bien. Ouais mais enfin, les mathématiques partent d'axiomes qui sont des a priori, on est obligé de partir d'a priori, on est obligé de partir de la croyance en le fait que les choses peuvent former des concepts. Et pour le temps c'est encore plus flagrant, c'est que pour le temps, on est obligé dans l'instant de considérer que le passé s'est produit et que le futur se produira. Enfin, on n'est même pas obligé, hein, on n'est pas obligé, mais pour considérer le temps, on est obligé de faire ce saut depuis le présent ou depuis notre instant de pensée, de considérer que la chose était là. Mais c'est un saut de la foi, c'est tout. Et c'est pas parce que tout le monde le fait que ce n'est pas un saut de la foi, et c'est pas parce que c'est une évidence qu'il faut le faire que ce n'est pas un saut de la foi. Peut-être que les sauts de la foi sont une évidence, effectivement, mais dire qu'on sait très bien ce que c'est, bah non, on saute dedans, comme bah exactement en fait, et peut-être que c'est... je pensais pas partir sur cette direction, mais exactement comme les chiens, ils font un saut de la foi dans l'existence, ils existent, voilà, ils n'ont pas le choix, ils sont là, et puis il y a le temps et l'espace certainement qui considèrent qu'ils sont dans le temps. Enfin, ils pensent pas le temps la même chose que nous, mais ils voient les choses s'écouler, etc. Et en fait, ils n'ont pas le choix. Et il n'y a pas comme ça, il n'y a pas un esprit supérieur de l'humain qui comme ça connaîtrait les choses. Non, on est projeté dedans et on y croit parce qu'on n'a pas le choix. Et si on fait le choix, ça peut-être qu'on est les rares dans la nature à avoir ce choix de ne pas y croire, et ben on est dans un état de scepticisme qui est un état qui ne nous permet pas de vivre notre vie de mammifère. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, j'hésite presque à parler de conscience maintenant, mais... Oh. Déjà que pas grand monde va suivre. D'ailleurs, il n'est pas beaucoup plus fou de considérer que le temps s'écoule que de considérer que le temps n'existe pas, qu'il n'y a que le présent. Il est même... En fait, il n'y a pas plus de raison. La seule raison, c'est qu'on a une pente naturelle, je pense. Je sais pas, non, en fait c'est un vrai nœud. C'est un vrai nœud, mais il est sûr que... De base, dans notre existence, on va considérer que le temps existe. Et vous voyez que pour dire cette chose, je dois considérer que le temps existe. Parce que genre, il y a le début, il y a notre enfance, il y a notre vie comme ça qui évolue. Mais ces choses-là, si on est vraiment sceptique, c'est-à-dire que si on refuse de faire des sauts dans la foi, et ben, c'est pas du tout acquis. On sait pas du tout. Peut-être qu'il n'y a eu que cet instant et que le reste n'a pas existé et n'existe pas. Et dans l'instant, je n'ai aucun moyen de savoir si c'est le cas ou non. Et bon voilà, sinon je vais me répéter. Je vais me répéter si je répète des choses sur le temps. Là. Mais bon, c'est pas pour dire qu'il faut pas croire en le temps, hein. Je dis pas cette chose pour nier l'existence du temps. Enfin, bien que c'est possible, je trouve ça intéressant de passer par une étape comme ça. Mais c'est pas pour ça, c'est pour parler vraiment des croyances. Et montrer que les certitudes qu'on a sont en fait du... Voilà, on est lancé dedans comme ça. Et oui, peut-être... En fait, on est lancé exactement comme une fourmi, elle est lancée dans son existence comme ça et elle sait pas où elle est
pourquoi elle fait ça, et puis en fait elle croit à ce qu'elle fait. Elle fait sa chose, elle y croit, et nous on a mis voilà, toutes des éloges incroyables, la connaissance, on a surestimé l'esprit humain comme ça, comme si on avait acquis un truc au-delà de toutes les autres choses qui existent et qui font par nécessité ce qui font qu'elles existent, et toutes les choses comme ça existent et font ce qui leur permet d'exister par nécessité. Mais pas dans le sens ah oui, il faudrait que je fasse ça pour exister. C'est juste qu'elles existent parce qu'elles ont fait ça, et donc elles continuent d'exister, et si elles cessent de faire les choses, oh là là, ça devient peut-être très flou là ce que je raconte. Mais peut-être que certains voient pourquoi je fais des liens comme ça. Je sais pas. Ça nous mène, puisqu'on en est à faire des sauts d'un sujet monstrueux à l'autre, ça nous mène à cette chose, puisque toutes les choses font intégralement ce qu'ils font qu'elles sont. Eh bien, la vérité, ce qu'on appelle la vérité, qui s'opposerait à la pas-vérité, au mensonge, au faux, eh bien, cette notion d'opposition n'a peut-être pas du tout lieu d'être. Pour une simple raison, c'est que ce qui est, et c'est tout. Et il n'y a pas d'opposition entre un ce qui est et ce qui ne serait pas. Il n'y a que ce qui est. Et donc il n'y a que du vrai. Et là, ça me fait un peu penser à Leibniz sur le plan de la morale. Ça revient à dire, tout est bon. En fait, ne se produit que des choses bonnes. Mais bon, ça c'est un peu embêtant d'un point de vue moral. Enfin, c'est pas d'un point de vue moral, c'est d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique. Mais c'est pas tant embêtant que ça, et on en revient à un des trucs que je soulève souvent quand je parle de stoïcisme. Parce que ça peut rejoindre aussi le stoïcisme, dire bah tout ce qui se produit et ce qui devait se produire. Du coup on se dit mais attends, alors quand ma maison elle brûle, bah je dois pas l'éteindre parce que c'est ce qui devait se produire. Bah non, peut-être que ce qui devait se produire c'est aussi que t'es pas content que ta maison brûle, et donc tu vas vite aller chercher un seau d'eau et tu vas paniquer et tu vas essayer de l'éteindre. Et donc c'est pas un cessement d'être. C'est l'inverse, c'est le fait de se mettre à être dans le monde. Je crois que c'était... Ouais. Ah, il y a un chemin de fourmis. Ouais. C'est peut-être pas très clair, toutes ces choses. Ces choses ne sont peut-être pas très claires. En tout cas, si il n'y a que ce qui doit se produire, et c'est même pas un doigt comme un doigt qui s'opposerait à un ne doit pas, c'est quelque chose de l'ordre de la nécessité, c'est ça et c'est tout. Et bien ça n'implique pas qu'on doit fermer sa bouche, qu'on doit devenir tout petit et puis cesser d'avoir des actions dans le monde, pas du tout. Même, j'allais dire bien au contraire, mais même pas. C'est juste que les actions qu'on aura sont celles qui devaient arriver. On fait partie de ce monde. Ça c'est souvent. C'est peut-être un des problèmes du fait de prendre du recul sur le monde, c'est qu'on finit par ne plus s'intégrer à lui. À dire, bien dans le monde, il ne se produit que ce qui doit se produire, donc je vais cesser d'intervenir. Ça, c'est se retirer du monde. Ce qui est un peu étrange, parce que puisqu'on est là et qu'on pense et qu'on fait des trucs, c'est que, a priori, on fait autant partie du monde que toutes les autres choses qu'on voit autour de nous qui font des trucs et des machins, qui se produisent, les fourmis qui font des chemins et toutes ces choses. Ouais. J'espère que je dis pas trop de banalités. En même temps, si c'est des banalités, c'est déjà des banalités
pas si banales, mais sur un plan philosophique, c'est peut-être un peu des banalités. En revanche, c'est pas des banalités pour une raison. Je pensais à ça juste avant. C'est que pratiquement tous les philosophes auxquels on a accès dans la culture, toutes les pensées auxquelles on a accès, en fait, peu importe le champ de la pensée, que ce soit des historiens, des géologues, des psychologues, etc., pratiquement tous nous fournissent un travail achevé, entre guillemets, une sorte de conclusion. Ce qui est de toute évidence un mensonge publicitaire. Alors c'est pas fait pour de la publicité, mais la conclusion, ça n'existe pas en philosophie. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est une évidence qu'aucun philosophe ne peut conclure définitivement. Et que celui qui conclut définitivement, eh bien, c'est pour plaire aux esprits les plus simples qui n'arriveraient pas à le suivre. Parce que c'est extrêmement compliqué de suivre certaines pensées, et en plus, elles n'ont pas de conclusion. Donc, on se dit ça sert à rien, et peut-être qu'effectivement ça sert à rien. N'empêche que c'est le cas, il n'y a pas de conclusion terminale, finale, il n'y a pas de démonstration finale dans ces domaines. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que ouais non, là j'allais dire un truc... C'est trop compliqué parce que les mots ont plusieurs sens et plusieurs choses étranges, peuvent générer plusieurs sens suivant l'esprit qui les écoute. Je me disais la même chose aussi, enfin la même chose. Cette chose juste avant, quand je voyageais là, à travers les arbres. Les mots ont tellement de sens possibles, et la mise en bout à bout de mots génère des sens. Et sur ces domaines où il y a beaucoup de mots compliqués, où il peut y avoir beaucoup de mots compliqués, mais en fait, comme dans tous les domaines, c'est très compliqué de parler à une caméra comme ça, parce que je ne vois pas la réaction que vous avez au sens du mot que j'utilise. J'utilise un mot et je ne vois pas, j'arrive pas, j'ai pas la clé, la réponse pour voir comment vous avez perçu le mot. Quand on parle à quelqu'un dans la réalité, j'emploie un mot et je vais voir à sa tête, à sa réaction, peut-être même à sa réponse orale, une confirmation ou une infirmation qu'il a reçu ce mot avec un sens proche de celui que j'emploie. Et même oralement, c'est jamais possible de le valider à 100%. Le sens des mots reste un truc impossible à valider à 100%, que tout le monde a le même sens pour le même mot. La même sensation, les mêmes définitions, les mêmes objets réels entre guillemets réels, les mêmes objets qui s'associent à ce mot, etc. C'est très compliqué. Et là, avec la caméra, c'est encore plus compliqué, c'est que certains mots peuvent avoir un sens qui pratiquement peut être l'inverse de ce que j'emploie. Et je me disais ça sur le mot croyance. Croire, ça peut vraiment avoir des sens, avoir porter un sens qui peut être très varié. Et je me disais, mon discours sur le savoir, c'est typiquement un discours que je devrais avoir dans la réalité, avec des humains physiques autour de moi, pour que je comprenne. Parce que suivant comment la personne va sentir ce mot, comment il va réagir au mot savoir, ou au mot croyance, eh bien je vais pouvoir inverser mon vocabulaire, non pas pour inverser ma pensée, mais pour que ma pensée, l'autre personne la comprenne. C'est-à-dire que c'est toujours la même pensée, mais je devrais modifier mon vocabulaire pour que la personne comprenne ma pensée. Parce que dans le fond, je m'en fous qu'on comprenne mes mots. Moi je veux qu'on comprenne ma pensée, c'est-à-dire ce que mes mots transportent.
Et donc je suis prêt à inverser l'usage de mes mots pour que la personne comprenne ma pensée. Enfin, il me semble. Voilà, voilà. Au revoir. Au revoir.